Bonjour, je vous remercie d'être venu ici et en Zoom pour cette conférence sur le complexe fraternel. Alors, le complexe d'Oedipe, tout le monde en a entendu parler, bien que l'on connaisse plus Oedipe que le complexe, qui est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. C'est un complexe qui en cache un autre, qui était présent chez Freud et aussi chez Lacan, et ce complexe, c'est le complexe fraternel. Il faut envisager, me semble-t-il, de distinguer sans les opposer le complexe d'Oedipe et le complexe fraternel en réservant à ce dernier sa spécificité. C'est pour cela que je fais cette conférence et c'est ce dont je vais vous parler. Le complexe fraternel est, on pourrait dire, c'est une expression qui convient assez bien, le parent pauvre de la psychanalyse. Vous ne le trouverez dans aucun dictionnaire de psychanalyse. Et très peu développé dans le flot, vraiment, des élaborations théoriques. Pourtant, et c'est là le paradoxe, il occupe une place centrale, n'est-ce pas, dans la vie sociale et politique, avec sous nos yeux les guerres fratricides, et il est abondamment mis en scène dans les créations littéraires et artistiques. J'étais au théâtre exactement la semaine dernière, samedi soir, et j'allais voir la pièce de Shakespeare, Comme il vous plaira. Eh bien, la première scène, deux frères sont là, le frère aîné, qui asservit son frère cadet, et usurpe l'héritage. Je ne m'attendais pas à trouver ça aussi près de cette conférence. Concernant la psychanalyse, je vous propose de partir de cette position paradoxale qui permet de laisser ouvertes des questions. Pourquoi l'interaction entre frères et sœurs est-elle toujours subordonnée à la relation avec les parents? Et puis dans le même sens, cette question, pourquoi ce complexe fraternel n'existe-t-il dans la psychanalyse qu'en tant qu'appendice, on pourrait dire, du complexe d'Oedipe? Alors commençons par la position paradoxale de Freud lui-même, qui consiste à faire du complexe fraternel l'oublié du cadre théorique, alors même que dans ces cas cliniques, il ne manque jamais de s'y référer, mais aussi dans ses articles et dans ses lettres, allant de son auto-analyse, c'est-à-dire de son histoire infantile, personnelle, à son article sur Goethe en 1917, ainsi que son article de 1922, et enfin, de façon saisissante, dans sa lettre à Thomas Mann en 1936, à propos du prénom Joseph, celui du frère aîné de Napoléon, dont il fait un destin de vie. Bien entendu, je vais revenir sur ces différents textes. En psychanalyse, le complexe est défini comme un ensemble de représentations et de sentiments essentiellement inconscients, pourvu d'une puissance affective qui organise la personnalité de chacun, marque ses affects et oriente ses actions. Le complexe trouve sa source dans la relation infantile-familiale le plus souvent. Freud réserve ce thème de complexe au très fameux complexe d'Oedipe. Les autres rares occurrences de ce mot, telles que les expressions complexe maternel, complexe parental, il n'aime pas tellement ce mot complexe, il l'a pris à l'école de Zurich. Complexe parental, complexe paternel, y compris le complexe de castration, sont toutes inscrites dans la dialectique du complexe d'Oedipe. Il n'est donc pas étonnant qu'il emploie cette expression complexe fraternel à de très rares moments. Moi, j'en ai compté deux. D'abord en 1922, de façon étonnante, dans l'article « Quelques mécanismes dans la jalousie, la paranoïa et l'homosexualité ». Alors ça, c'est l'article que vous trouvez dans le livre 16 des PUF, page 87, parce que dès la première page, il y a un passage relatif à la jalousie infantile, celle qu'il qualifie de normale, sans être pour autant rationnelle, car, dit-il, elle s'enracine profondément dans l'inconscient, perpétue les toutes premières motions de l'affectivité infantile,
Alors donc, je vais redire cette phrase. Elle s'enracine profondément dans l'inconscient, perpétue les toutes premières notions de l'affectivité infantile, c'est-à-dire le pré-oedipien, et remonte au complexe d'Oedipe, après cela, ou au complexe fraternel de la première période sexuelle. La première, alors en allemand, mais vous excuserez ma prononciation, ça se dit Geschwisterkomplex. C'est une expression qui a l'avantage de rassembler frères et sœurs, au fond qui correspond au complexe adelphique. Adelphique d'adelphikos, qui vient du grec, qui signifie fraternel, au sens de frères et sœurs. J'emploierai pour faciliter le terme complexe fraternel au neutre. Je ne vais pas chaque fois dire adelphique. Dans cette phrase, la conjonction disjonctive ou, alors complexe d'Oedipe ou complexe fraternel, pourrait suggérer une place spécifique faite au complexe fraternel, qui serait distincte ainsi de celle du complexe d'Oedipe. Mais il n'en est rien. Bien au contraire, il intégrera le fraternel dans l'expression complexe familial, créée à cette intention dans la 21e leçon d'introduction à la psychanalyse. Je le cite, le complexe d'Oedipe s'élargit en complexe de famille quand d'autres enfants arrivent en plus. Alors, les enfants, une fois arrivés, que deviennent-ils? Sinon des frères et des sœurs. Il ne reste pas que des fils et des filles. Freud est issu d'une fratrie de 5 sœurs et de 2 frères, Julius mort durant sa première année de vie et Alexander. Fratrie à laquelle s'adjoignent 2 frères aînés, issus du premier mariage de son père, et Freud sera lui-même père de 6 enfants. Autant dire qu'il a une certaine expérience des relations fraternelles et sororales et de la façon dont elles impactent la vie d'un sujet. Je viens de découvrir, peut-être vous étiez-vous au courant, mais un article de Freud, toujours dans le livre 16 des PUF, qu'il a écrit pour le 50e anniversaire de Sándor Ferenczi, son plus proche ami et patient avec lequel s'établiront des relations transférentielles conflictuelles. Voici ce qu'il dit. Ferenczi, qui est enfant né au milieu d'une longue série de frères et sœurs, eut originellement à combattre en lui un fort complexe fraternel. Il était devenu, sous l'effet de l'analyse, un frère aîné irréprochable, bravo Freud, un bienveillant éducateur et promoteur de jeunes talents. Ça, je ne l'avais pas repéré, celui-là. Pour Freud, la conflictualité est inhérente à la fratrie dont les membres ne peuvent que se disputer la reconnaissance et l'amour de l'un des parents ou les deux. Il écrit « Il n'existe vraisemblablement pas de chambre d'enfant sans de violents conflits entre ses habitants. » C'est au chapitre 13 de l'introduction à la psychanalyse. À cette expérience personnelle s'ajoute sa longue pratique clinique qui révèle la fratrie comme un lieu de turbulence où s'opposent le lien fraternel, solidaire, indéfectible, et les composantes les plus féroces de la rivalité et de la jalousie. À ce titre-là, la création du mot frérocité condense parfaitement cette situation. Lacan dira « Pour ce qui est des frères, nous savons ce que Freud en pense. » Admettons. Moi, je pense que, comme j'ai une longue fréquentation de Freud, ce que Freud en pense vient certainement de sa fréquentation assidue des histoires bibliques dans la Bible familiale où il fit son apprentissage de la lecture. Il ne lui a pas échappé que dans les récits de la Genèse, le premier meurtre de l'histoire des hommes, ce n'est pas un parricide, sur lequel il a fondé Oedipe et Totem et Taboumé, un fratricide. Caïn est le premier meurtrier de l'histoire. Caïn a un frère prénommé Abel, dont l'offrande a été préférée par Dieu. Il le tue par dépit. Au cours des générations suivantes, tous les affrontements viennent de cette place de préféré qui suscite la jalousie et la haine.
l'histoire de Joseph vendue par ses frères est la troisième génération où se répète la lutte fratricide pour cette place de l'élu, du préféré, si vous préférez. Cela ne suffit pas à expliquer la méchanceté native du petit homme. Freud s'est étonné de la méchanceté de la nature humaine. Il a dû la reconnaître, et précisément chez l'enfant, dès les premières années, qui seront plus tard voilées par l'amnésie, ce qui est vrai. Ce qui fait que généralement, dit-il, c'est l'attitude hostile qui est la plus ancienne. Par la suite, l'enfant profite de toutes les occasions pour rabaisser le nouveau venu, l'intrus, j'ai repéré ça dans le texte de Freud, qui sera repris par Lacan, et même des tentatives pour lui faire mal, des attentats directs n'ont rien d'inouï. Bon, c'est toujours dans l'introduction à la psychanalyse, dans ce chapitre-là, qu'il dit cela. Il confirme ses déclarations par les rêves de souhait de mort vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur. Dans l'interprétation des rêves, tous ces rêves ayant leur source, dit-il, dans la première enfance du rêveur. Cette tendance à l'agression, cette hostilité primaire, constitue, selon lui, le facteur principal des perturbations dans nos rapports avec notre prochain. Pour Freud, toute doctrine, c'est ce que j'aime chez Freud, et d'autres choses aussi, toute doctrine qui se targue d'avoir découvert la voie de la délivrance du mal est mensongère. Peut-être est-il de nos jours, c'est une supposition que je fais, plus facile d'admettre maintenant l'hostilité vis-à-vis d'un parent que vis-à-vis d'un frère. Ce désir meurtrier est peut-être plus sévèrement réprouvé par la conscience morale et génère souvent une culpabilité difficile à avouer ou à mettre en tout cas au jour. Freud, soucieux de vérité, va lever le refoulement de l'inavouable. Toujours au chapitre 13 de l'introduction à la psychanalyse, il dit la chose suivante. Le jeune enfant n'aime pas nécessairement ses frères et sœurs. Et généralement, souvent, il est patent qu'il ne les aime pas. Excusez-moi, ça me fait rire parce qu'il est d'une sincérité, ce Freud, qu'il ne les aime pas. Il ne fait pas de doute qu'il hait en eux ses concurrents. Et on sait que cette attitude persiste souvent sans interruption, de longues années durant, jusqu'à l'époque de la maturité, et même plus tard encore. Il fait référence aux enfants de 2 ans et demi jusqu'à 4-5 ans, qui se trouvent confrontés à l'arrivée d'un puîné. Il cite une remarque, attribuable d'ailleurs au petit Hans, c'est-à-dire un cas de ces 5 psychanalyses, qui disait à propos de sa petite sœur « Je ne l'aime pas, la cigogne n'a qu'à la remporter », ce qui d'ailleurs ne l'empêchera pas de pactiser avec elle et de développer son inventivité fantasmatique et son désir de résoudre l'énigme de ce qu'il voit de la différence sexuelle. La place occupée dans la fratrie a pour Freud une importance qui sera d'ailleurs reprise par Lacan. C'est l'aîné auquel on attribue le plus souvent la réaction assassine vis-à-vis du cadet, proche en âge, mais c'est peut-être un cadet qui est jaloux des prérogatives de l'aîné. Vous verrez, je vous en donnerai des exemples assez drôles. Il semble que la menace est d'autant plus grande que l'écart d'âge est le plus resserré. A contrario, si l'intrus survient qu'après le complexe d'Oedipe, il est dit adopté. Le frère ne serait plus pour le sujet l'obstacle ou le reflet de soi, mais une personne digne d'amour. Les pulsions agressives se subliment, dit-il, alors en tendresse ou en sévérité, l'aîné se considérant comme un substitut parental. Alexander, par exemple, de 7 ans, le cadet de Freud, est resté toute sa vie son compagnon de voyage privilégié. Il en est de même de Marc-François, le frère de 7 ans, le cadet de Jacques Lacan, qui l'accompagna dans ses études, et Lacan a été désespéré de ne pas pouvoir l'empêcher d'être moine bénédictin. J'ai découvert, concernant Picasso d'ailleurs, qu'il avait 2 sœurs, l'une de 3 ans, sa cadette, et l'autre Conchita, de 6 ans, sa cadette, qu'il aimait au point d'avoir fait le vœu d'arrêter sa passion pour la peinture si elle guérissait de la diphtérie. Et il a raconté que le fantôme de cette promesse
suivit l'artiste tout au long de sa vie, le suivit tout au long. Elle mourut à l'âge de 8 ans. Une fraternité heureuse et solidaire existe, bien sûr. Vous connaissez les Vincent et Théo, Van Gogh, Marcel et Robert Proust, Edmond et Jules de Goncourt, le jeune Jean-François Champollion et son frère Jacques Joseph. Certains se découvrent un frère autre que le leur. Alors il y a aussi plein d'exemples. Mais ce dont il est question en psychanalyse, c'est du conflit, du complexe comme nœud, je dirais, un nœud de contradiction, ça c'est indéniable. Le complexe fraternel jouant à la fois un rôle d'organisateur dans le développement psychique et pouvant devenir une cruauté dans la mise en jeu de la conflictualité inconsciente. Alors je vais parler, même si vous connaissez ces histoires, il est quand même bon de les rappeler, du complexe fraternel de l'auto-analyse de Freud. Grâce à l'exploration sincère que Freud a faite vis-à-vis de lui-même avec sa méthode d'analyse, bien sûr, ça lui a permis de deviner, comme il dit, puisque c'est un signifiant de Freud, des énigmes psychiques jusqu'alors non résolues. Il a eu le courage de la vérité, en avouant ce que l'on veut ne pas savoir, mais qui exerce cependant des effets dans notre vie relationnelle. Il se réfère à des souvenirs personnels. Dans l'interprétation des rêves, il parle de l'impact décisif qu'a eu pour lui la mort de son petit frère Julius et de son comportement à l'égard de son neveu John, dans sa fameuse lettre qu'il adresse à son frère de cœur. Il y aura un conflit, mais ce fut quand même son frère de cœur, Wilhelm Fliess, lettre du 3 octobre 1897. Son père, à Freud, est mort un an plus tôt. Dans cette lettre, il mentionne donc l'importance qu'a eu la mort de son petit frère Julius. Voici ce qu'il dit. « Tout me fait croire aussi que la naissance d'un frère d'1 an plus jeune que moi avait suscité en moi de méchants souhaits et une véritable jalousie enfantine, et que sa mort, survenue quelques mois plus tard, avait laissé en moi le germe d'un remords. Je sais aussi depuis longtemps que le complice de mes méfaits, entre 1 an et 2 ans, fut un de mes neveux, mon aîné de 1 an, John. Il me semble aussi que nous avons parfois traité avec cruauté ma nièce d'1 an plus jeune. Ce neveu et ce frère cadet ont déterminé le caractère névrotique, mais aussi l'intensité de toutes mes amitiés. Julius est né quand Freud avait 17 mois, il mourut 6 mois plus tard, donc quand Sigmund avait 23 mois, donc presque 2 ans. J'ai remarqué que contrairement à Freud, qui fait de la mort de ce petit frère un remords, Lacan, à ma connaissance, ne parlera pas de la mort de son frère Raymond, né en 1902 et mort 2 ans plus tard, lorsque Jacques Lacan avait 3 ans. Quant au neveu de Freud, il s'agit de John, de 1 an son aîné. Il est le fils de son frère Emmanuel, qui pourrait être son père. Le cadet, Freud, est jaloux de l'aîné plus fort que lui. Voici ce qu'il dit. Nous étions inséparables et nous nous aimions, mais par moments, à ce qu'on m'a dit, nous nous disputions et nous accusions l'un l'autre. Tous mes amis sont, en un certain sens, des incarnations de cette première figure qui s'est montrée autrefois à mon œil assombri, expression de Goethe, ce sont des revenants. Mon neveu revint lui-même pendant notre adolescence et c'est à ce moment que nous représentâmes ensemble César et Brutus. Et voilà ce qu'il dit, cette vérité formidable, parce que c'est vraiment ce qui a occupé sa vie, enfin, l'intimité d'une amitié. La haine pour un ennemi furent toujours essentielles à ma vie affective. Je n'ai jamais pu m'en passer, et la vie a souvent réalisé mon idéal d'enfant si parfaitement qu'une seule personne a pu être l'ami et l'ennemi. Dans l'interprétation des rêves, vous trouvez cela. Il y va quand même assez fort, hein, dans l'impact de ce lien fraternel dans la vie de l'adulte. Dans le récit de ces cures analytiques, il est toujours question de la fratrie. J'aurais pu vous parler de toutes ces interprétations et de ces cas cliniques, mais là je vais en parler que de quelques-unes. Mais
En particulier, il est toujours question aussi de la séduction sexuelle dans certains cas. Par exemple, dans la cure de l'homme au rat, le patient évoque sa mise en concurrence sexuelle avec le petit frère, qui a pour lui été, il le dit lui-même, le deuxième grand choc de sa vie. Quand il entendit une gouvernante dire à une autre gouvernante, alors là vous voyez il n'y a pas de parents là-dedans, hein, avec le petit, c'est-à-dire son petit frère, on pourrait faire ça, mais lui, trop maladroit, il raterait sûrement son coup, c'est-à-dire il roulerait à côté. Il en ressentit, sans comprendre exactement de quoi il s'agissait, une humiliation et se mit à pleurer. Il a gardé cette humiliation. Dans cette cure, Freud souligne également que c'est par ses sœurs que lui furent révélées ses premières excitations sexuelles. Il en est de même pour l'homme au loup que nous travaillons actuellement. C'est la sœur, son aînée de 2 ans, qui jouera, selon Freud, un grand rôle dans sa vie. Cette sœur joua un rôle d'initiatrice sexuelle et de séductrice, mais aussi de concurrence pour l'amour des parents. Alors, la portée traumatique de cette séduction précoce orientera, selon Freud, le type d'objet du désir sexuel de l'homme au loup. Lacan, dans sa thèse sur la paranoïa d'autopunition en 1932, c'est ça qui m'a intéressé, c'est qu'au fond, Freud n'est pas mort, hein, du vivant de Freud, il va, alors que dans l'entourage de Freud, il n'y a qu'Abraham qui s'intéresse au complexe fraternel, et il y aura une rupture entre Abraham et Freud. Mais Lacan, dans sa thèse de 1932, va orienter l'interprétation du geste criminel de sa patiente aimée vis-à-vis de l'actrice de théâtre dans le sens des relations qu'avait sa patiente avec sa sœur aînée, idéalisée et haïe. Freud avait 5 sœurs, mais je remarque qu'il ne parlera pas de sa jalousie infantile à l'égard de sa sœur Anna. De 2 ans et demi, sa cadette, qui selon ses déclarations précédentes que je vous ai lues, était forcément en place d'intruse. Pourtant, c'est avec cette sœur Anna que la relation a été, à mon sens, à la fois la plus proche et la plus difficile, sans que jamais il n'en ait fait l'analyse. Nous savons qu'a été supprimé le piano d'Anna pour préserver la tranquillité des études du Sigmund, du CG en or. Et nous savons aussi qu'Anna, jeune fille, s'est fiancée à Élie Bernays et que c'est par son intermédiaire que Freud a connu Martha, la sœur d'Élie. Or, Martha et Élie avaient tous deux 1 an d'écart. Ils étaient dans une relation presque gémellaire et Freud en était jaloux de cette relation affectueuse et a tout fait pour les séparer. Il y eut une longue période de brouille. Finalement, le jeune couple Bernays partit aux États-Unis en 1887, ce qui fait qu'elle fut la seule des 5 sœurs à échapper à l'extermination nazie. Comme quoi, un conflit fraternel peut quelquefois sauver une vie. Bon, je ferme ma parenthèse. Comment le complexe fraternel de Freud lui a fait deviner le complexe fraternel de Goethe? Parce que c'est tellement amusant. Il y a un article étonnant de Freud écrit en 1917 intitulé « Un souvenir d'enfance dans Fiction et vérité de Goethe ». Il a une profonde admiration pour ce génie littéraire, qui fut pour lui pas moins qu'un guide de vie. Il va analyser un souvenir d'enfance que Goethe raconte dans ses mémoires « Poésie et vérité, souvenir de ma vie ». Il s'agit de la scène de la vaisselle qu'il a jetée par la fenêtre lorsqu'il était enfant. Wolfgang Goethe est né le 28 août 1749 et sa sœur Cornelia, de 15 mois, sa cadette, étaient tous les deux les aînés d'une très grande fratrie. Freud va deviner la scène de la vaisselle jetée par la fenêtre par Goethe entre l'âge de 3 ans et 5 ans, période, repère-t-il, durant laquelle il y a eu la naissance d'un petit frère. Voici ce que dit Freud, il écrit « Nous serions ainsi en droit de penser que l'action de jeter la vaisselle était un acte symbolique, ou plus justement un acte magique, par lequel l'enfant exprimait avec force son désir de voir écarter le fameux intrus. »
Dans la réalité, Goethe a réussi son vœu d'éliminer les intrus au point qu'à moins de 9 ans, il se trouva être l'unique survivant qui vivra jusqu'à 82 ans. Freud conclut cette histoire qui lui a beaucoup plu par une sorte de jubilation. Voici ce qu'il dit. C'est alors comme si Goethe disait « Je suis un enfant du bonheur, favorisé du destin. Le sort m'a gardé en vie, bien que je fusse venu au monde tenu pour mort. Mais il a évincé mon frère, de sorte que je n'ai pas eu à partager avec lui l'amour de notre mère. » On a nettement l'impression, tout au long de cet article, que Freud exprime avec une certaine naïveté son propre vœu. L'amour de la mère, alors là, c'est sacré, pardon, il n'y a plus de lumière, vous voyez, c'est bon. Il est affirmatif, le succès d'un fils ne passe pas par le père. Pour que le père soit un héros, il faut qu'il l'ait tué, pour Freud, hein, donc c'est pas la même chose. Mais par la mère, le succès, cette volonté de vaincre. Il le formule à plusieurs reprises, il dit « J'ai remarqué que les personnes, vous connaissez cette phrase, mais elle est quand même toujours étonnante, qui se savent préférer ou distinguer par leur mère, apportent, préférer, hein, on est toujours sur la préférence, préférés par donc leur mère, apportent dans la vie une confiance particulière en elle-même et un optimisme inébranlable qui souvent paraissent héroïques et mènent vraiment au succès. Ça, c'est dans l'interprétation des rêves, dans le livre 4, vous trouvez cela. Il oublie de dire que c'est précisément le signe de la préférence qui cause les plus grands vœux fratricides, mais il se trouve que sa fratrie est pacifique. Jacques Lacan, 10 ans après le texte de Freud, les textes de Freud que nous avons cités, va écrire un article que je trouve remarquable, moi, paru en 1938. Hein, vous trouverez cet article sur le net. Il s'intitule « Les complexes familiaux ». Hein, les complexes familiaux dans la formation de l'individu. Il a été aussi, donc vous le trouvez sur le net, mais aussi, il envisage attendez, je vais vous dire les publications. Il envisage 3 complexes successifs dans l'ontogénèse du sujet humain. Le complexe du sevrage, le complexe d'intrusion, ou complexe fraternel, et le complexe d'Oedipe. Je fais remarquer qu'il reprend le terme d'intrus de Freud pour retracer l'expérience de l'enfant, n'est-ce pas, en rapport avec du jeune enfant. Alors, donc, le complexe de l'intrusion représente l'expérience que réalise le sujet primitif, dit-il, le plus souvent quand il voit un ou plusieurs de ses semblables participer avec lui à la relation domestique. Autrement dit, on pourrait dire tout de suite, le complexe d'intrusion représente l'expérience que réalise le sujet primitif lorsqu'il se connaît des frères. Ce qui veut dire qu'on peut très bien imaginer que ça vaut aussi pour l'enfant unique, qui se connaît des frères. Évidemment, la situation est un peu différente, mais il n'empêche que... Alors, ce qui permet... il continue. Les conditions en seront donc très variables, d'une part, selon les cultures, c'est très important pour Freud, les cultures, et l'extension, à ce moment-là, hein, qu'elles donnent au groupe dit domestique. D'autre part, selon les contingences individuelles, très important aussi, hein, et d'abord selon la place que le sort donne au sujet dans l'ordre des naissances, selon la position dynastique, peut-on dire, qu'il occupe, ainsi, avant tout conflit, celle de nanti ou celle d'usurpateur. Bon, il se réfère à l'observation d'enfants entre 6 mois et 2 ans. Dès ce stade, s'ébauche la reconnaissance du rival, c'est-à-dire d'un autre dans un conflit de miroir entre 2 attitudes, dira-t-il, opposées et complémentaires. Ici se réalise, écrit-il, ce paradoxe, que chaque partenaire, dans cette aperception du double, confond la patrie, j'aime beaucoup cette expression, confond la patrie de l'autre avec la sienne propre et s'identifie à lui.
jusqu'à la fin de la première année. C'est en ce sens qu'à ce stade, la doctrine analytique nous montre, dit Lacan, dans le frère au sens neutre, l'objet électif des exigences de la libido qui, à ce stade, sont homosexuelles. C'est cette ambiguïté originelle que l'on retrouve chez l'adulte dans la passion de la jalousie amoureuse. C'est tout spécialement dans la situation fraternelle primitive, donc, que Lacan va faire une distinction fondamentale entre l'envie et la jalousie, entre l'envie qu'il situe lors du développement primaire de l'enfant et la jalousie après l'âge de 3 ans, 3-4 ans, dit-il, située dans le complexe d'Oedipe, c'est-à-dire en relation avec les parents. Ce que dit Lacan de l'envie dans les complexes familiaux serait à lire avec sa conférence sur le stade du miroir de 1949. Conférence dans laquelle il reprend l'expérience du bébé, vous vous souvenez, de quelques mois dans le miroir, ou bien en face d'un autre bébé d'ailleurs, à ses côtés, qui lui sert de miroir. Cet effet double inversé lui permet, dit-il, de raccorder le monde intérieur à la réalité extérieure. Cette expérience du miroir anticipe l'unité, l'unité et la maîtrise du corps, jusque-là vécue comme morcelée du fait de la prématuration de la naissance. Donc la vision de l'image du corps de l'autre constitue la matrice du moi. C'est ce qu'il dit. C'est seulement à partir de cette identification et de cette aliénation en même temps, bien entendu primitive, que se construit le rapport à l'autre et l'investissement d'objets. C'est donc un temps essentiel. Mais alors, comment peut-il devenir un ravage? Pour conceptualiser l'envie et son pouvoir de ravage, Lacan reprendra à plusieurs reprises la scène invoquée par saint Augustin dans le premier livre des Confessions, chapitre 7, concernant l'infance, c'est-à-dire un enfant qui ne parle pas encore et qui regarde d'un œil amer son frère de lait suspendu au sein de leur nourrice. Il en donnera d'ailleurs plusieurs traductions. Dans cet article de 38, il tient compte de l'ouvrage de Mélanie Klein, La psychanalyse d'enfant, qui est paru en 1932. Ouvrage dans lequel elle fait un exposé de ses vues nouvelles sur le développement précoce de la fille et du garçon. Je pense qu'il l'a lu en anglais. C'est elle qui d'ailleurs, en 1952, dans une lettre, Mélanie Klein, à ses traducteurs français, leur écrit « Vous traduisez jalouser », tandis qu'en anglais c'est « envie ». L'envie et la jalousie ne sont pas synonymes, je la cite, et je serais très contente que vous parveniez à faire sentir la différence en utilisant envier au lieu de jalouser. Selon l'étymologie, l'envie vient du latin invidia, dérivé de videre. Le voir a une énorme importance. Plus précisément de invidere, c'est-à-dire regarder contre, regarder avec hostilité, à laquelle s'ajoute l'idée de désir, qui s'exprime par la pâleur sur les traits de l'enfant qui regarde l'enfant suspendu au sein, décrit par saint Augustin. L'apparition de l'envie mortelle en rapport avec le nourrissage, illustrée par cette observation, concerne le complexe fraternel précoce. Cette expérience est celle que réalise l'enfant à peine sevré dans la limite de 2 ans et demi, dit Lacan. Alors, le rôle traumatisant du frère au sens neutre, il répète, est donc constitué par son intrusion. Lacan poursuit. Nous sommes alors dans le temps d'une identification duelle, d'un conflit entre 2 postures opposées, celui qui se montre et celui qui le suit du regard. Le sujet prend conscience de lui-même comme privé, il est imaginairement frustré, l'autre occupe sa place. Ce regard amer à la vue du frère de lait est en effet, dit Lacan, quelque chose de véritablement tuant, qui lui fait l'effet d'un poison. Il tient à ne pas confondre, comme Mélanie Klein, l'envie avec la jalousie. Il précise, pour le petit enfant, ou tout aussi bien un adulte, dans l'envie, ce n'est pas du tout forcément ce dont il a envie. Ça, évidemment,
ça me paraît essentiel de souligner cela. Chacun sait que l'envie est communément provoquée par la possession de biens qui ne seraient d'aucun usage. Ce ne sont pas des biens du besoin, il n'a plus besoin du sein, ni du lait. Et on va dire pour beaucoup d'autres choses, il y a des envieux. Ah bon, alors bref. Donc provoqués par la possession de biens qui seraient d'aucun usage à celui qui en vit. Par exemple, un yacht. Moi j'ai vu quelqu'un complètement pâlir devant un yacht, alors il enviait ses propriétaires du yacht qui prenaient un verre sur le pont de leur yacht, mais c'était maladif. Alors qu'il avait avoué qu'il avait lui-même le mal de mer. Donc, ce qui n'est pas bon. Telle est la véritable envie, celle qui fait pâlir l'envieux. Devant quoi? Devant l'image d'une complétude qui se referme, de ceci que l'objet à quoi il se suspend peut être pour un autre la possession dont il se satisfait. Il se sent frustré en proportion du plaisir qu'il voit l'autre en prendre. L'objet dont il n'a pas besoin prend alors valeur d'objet désirable. Il y a un appétit de l'œil chez celui qui regarde, la vraie fonction, dira Lacan, de l'œil étant la voracité, celle du mauvais œil. L'enfant n'est pas ici jaloux du frère comme son semblable, mais il contemple sa propre image comme image fondatrice de son désir et de l'objet du désir. Voilà. Alors, l'identification spécifique des conduites sociales à ce stade se fonde sur un sentiment imaginaire de l'autre. Si vous voulez, je fais un petit résumé très rapide, mais je ne sais pas si c'est nécessaire, parce que je dis, ce que nous appelons le complexe fraternel inclut le frère comme modèle archaïque du moi. Avant que le moi affirme son identité, il se confond avec cette image, avec ce double qui le forme et l'aliène donc. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est cet imago qui contribue à la constitution du moi archaïque et qui se double d'agressivité. C'est ainsi que l'envie précède la jalousie, car elle signe un premier mode d'accès au semblable et à l'objet. Ce serait l'étape nécessaire pour que du désir advienne en même temps, à condition qu'il n'y ait pas une fixation mortelle chez l'adulte à ce moment structural. Mélanie Klein, dans Envie et gratitude, définit l'envie comme le sentiment hargneux que l'autre possède et jouit de quelque chose désirable. La pulsion envieuse, dit-elle, consistant à l'enlever à l'autre et à le corrompre. Je cite toujours Mélanie Klein. L'envie, dans cette dualité originaire, est donc, selon les Kleiniens, une des manifestations de la pulsion de mort, dans la mesure où ce qui est envié, c'est précisément ce qui est bon pour l'autre. Et l'enjeu n'est pas simplement de se l'approprier, mais de le détruire. Alors, Lacan, dans ce paragraphe, aborde quelques aspects du destin, de l'envie, dans la clinique de l'adulte. Il fait dépendre ce destin, évidemment, des destins du moi. Bon. Il dit que la réaction du patient au traumatisme dépend de son développement psychique. Il évoque des cas très différents sur lesquels je ne vais pas m'attarder tout de suite parce que sinon je risque de vous faire une conférence un peu trop longue. Alors, petite anecdote à propos de cet article des complexes familiaux. C'est Jacques-Alain Miller qui l'a fait publier alors qu'il n'avait pas été mis dans les écrits. Alors ça, c'est vraiment un grand dommage. Bon, il va l'insérer dans Autres écrits aux éditions du Seuil en 2001 et avant, en 1984, chez Navarin. Il en fait une lecture très fine et élogieuse. Il adore ce texte. Mais les propos qu'il tient relatifs au deuxième complexe, c'est-à-dire le complexe de l'intrusion, m'ont sidéré. Il considère que Lacan a inventé ce complexe de l'intrusion pour la circonstance, qu'il fait bouchon, que ce complexe est là, je le cite, un peu forcé à sa place et motivé par une considération purement développementale.
c'est assez drôle que ce soit un frère aîné, Jacques, Alain, il s'est fait appeler Alain, c'est lui qui a inventé Alain, parce que Jacques Miller, ça n'allait pas, disait-il, qui dit cela alors que dans une confidence publique faite à la librairie Mollade de Bordeaux, il parle de son cadet Gérard, qui n'a eu de cesse d'avoir voulu le supplanter, comme dans la Genèse. Exaspéré par ce cadet, qui enfant s'applaudissait et dit par des bravos Gérard Miller. Et alors Jacques Alain dit, ben, il continue à faire des bravos, parce que son implantation à la télé lui vaut des bravos dans la rue et des demandes d'autographes, alors que moi, je disparais. Il a l'impression qu'il a fait disparaître aussi son nom, il parle des choses intéressantes sur son nom, dans la publication des séminaires de Lacan. Dans leur jeu de choix d'animal totémique, Gérard a choisi la tortue, disait-il, quand ils étaient enfants. La tortue qui dépasse le lièvre. Et Jacques, Alain, avait pris le paon. Et il fait ça, pan-pan. Il fait ce geste-là devant à la librairie. Et puis, il fait remarquer au plumage du G. Vous voyez ce que je veux dire? Du G Gérard. Alors, caractéristique du G Gérard. Gérard disant lui aussi qu'enfant, son frère le persécutait. Alors, faut-il laisser dans l'ombre le complexe fraternel? Certainement pas dans les cures analytiques. Et par ailleurs, il s'agit de suivre d'un peu près ce complexe fraternel qui existe, je dirais, pour le meilleur et pour le pire. Alors, comme divertissement, finalement, je suis assez rapide, donc peut-être je reprendrai des choses, puisque je ne voulais pas être trop longue, mais alors là, je vais être un peu rapide. Donc, comme divertissement, je vais terminer, je ne peux pas faire autrement, hein, dans le complexe fraternel, sur une interprétation de Freud du complexe fraternel qui dépasse toutes les autres. Nous la trouvons dans la lettre écrite à Thomas Mann le 29 novembre 1936. C'est dans cette lettre qu'il a le plus approfondi les déterminations inconscientes de ce complexe fraternel, au point d'en faire un destin de vie. Dans la lettre à Thomas Mann, il va tresser ensemble. Je vous la situe parce que, quand même, novembre 36, j'ai le temps de vous la situer. Or, en mai 36, Freud fêtait son 80e anniversaire. Thomas Mann est revenu spécialement de Suisse pour cette occasion et 190 artistes, scientifiques et poètes sont venus pour célébrer cette occasion qui était un acte de résistance dans ce climat délétère. Freud ne voulait toujours pas partir de Vienne, n'est-ce pas? Et cette manifestation a été interdite dans la presse. Donc, c'est à ce moment-là que Thomas Mann, ce grand écrivain, qui a écrit une tétralogie sur l'histoire de Joseph et ses frères, offre à Freud le 3e épisode, Joseph en Égypte. Bon, ça c'est en mai, et Freud lui écrit en novembre. Alors, il lui écrit, il va donc tresser ensemble, en peu de mots, c'est un trait, les éléments biographiques de Napoléon, sa vie fantasmatique et le récit biblique de Joseph pour constituer le complexe fraternel qu'il nomme le complexe de Joseph, de Napoléon, qui selon lui va donner un sens à des actions restées en partie énigmatiques, comme l'expédition d'Égypte, mais également pour sa passion pour Joséphine, ainsi qu'au grand tournant de l'épopée napoléonienne. Cette interprétation est tout entière centrée sur le cadet qui veut supplanter l'aîné, qui, en Corse, à cette époque, jouit du droit d'aînesse. Freud commence ainsi, il était corse. Il commence toujours par le lieu. Pour lui-même, dans son autobiographie, il dit j'ai été juif. Là, il dit il était corse, deuxième fils d'une famille nombreuse. Son frère aîné s'appelait Joseph, et ce détail, étant donné que le hasard et la nécessité s'enchaînent toujours dans une vie humaine, marqua pour lui un destin. Rien de moins que cela. Hein. J'en ai fait l'analyse dans un livre que j'ai intitulé « Freud et Napoléon, le complexe fraternel »,
qui vient d'être publié aux éditions Campagne Première, ici même. Comme c'est un livre facile à lire, pas très épais, que j'ai écrit pour tous les publics, bah, je vous engage à le lire, donc je ne vais pas vous l'épeler, mais je vais simplement vous en dire les grandes lignes. Alors, reprendre ici simplement quelques traits de cette interprétation fulgurante. Je vous dis quand même qu'elle est tellement fulgurante que je l'avais lue de nombreuses fois, sans m'y arrêter. D'abord parce que je ne connaissais pas vraiment Napoléon. Non, je ne le connaissais pas, il a fallu que je lise une centaine de livres, etc., pour y arriver. Et ensuite, parce que je la trouvais trop décisive, trop autoritaire. Je ne l'ai aimée que parce qu'à la fin, ça j'étais dans le train au retour de Londres, ma fille me rappelle que je vous ai déjà raconté cette histoire quand vous êtes venu en mai, je l'avais oubliée. Et c'est ça qui m'a déclenché, c'est ce « je l'avais oublié » de Freud. Et donc ça m'a mené très loin parce que ça m'a mené aux actes manqués de Freud qui m'ont révélé le complexe inconscient de Freud. Et donc c'est comme cela aussi que ça m'a permis, je vais vous le dire, alors je n'en dis pas plus pour le moment, mais ça m'a permis d'avancer et de faire ce livre qui se tient par rapport à l'interprétation qu'on a faite de Freud. Alors, j'ai montré que Freud mettait en jeu son propre complexe de Joseph, ce qui m'a permis d'inclure l'interprète dans son interprétation. Voilà ce que j'ai fait. Et de trouver entre ces deux personnages dissemblables des points de croisement destinaux de leur naissance comme étrangers, à leur fin en exil. Alors, ce qui m'a aussi intéressé, c'est l'attrait qu'il trouve, Freud, à ce jeu interprétatif qui, dit-il, est comparable pour moi. Je ne prends pas ça très au sérieux, dit-il, mais il dit, ce trait interprétatif est comparable pour moi à un claquement de fouet pour l'ancien Chartier. Freud s'amuse. Il souligne que cette jalousie chez Napoléon se trouve exacerbée par le droit d'aînesse, respecté en Corse, avec une crainte sacrée, dit Napoléon. Dit Freud, pardon. Donc je lis ce que dit Freud. Le frère aîné est le rival naturel. Le cadet éprouve à son égard une hostilité élémentaire dont on ne peut toucher le fond et à laquelle, dans les années à venir, les termes de désir de mort et d'intention meurtrière pourront convenir. Éliminer Joseph, prendre sa place, devenir lui-même Joseph, ont dû être chez Napoléon, enfant, le sentiment moteur le plus fort. C'est exact. J'ai pu repérer des lettres de Napoléon à son père, disant que, disqualifiant en fond son frère. Et puis, il y a une histoire vaudevillesque que je vous laisserai lire à Marseille. Bon, bien sûr, Bonaparte arrive, il a 24 ans, ça y est, il a levé le siège de Toulon qui aurait, contre les Anglais, il est nommé général, mais il va rejoindre son frère auprès de la riche famille Clary. Pour le moment, les Bonaparte sont assez pauvres. Hein. Alors, il arrive, et Napoléon voit les deux filles, désirer la cadette. Or, Joseph veut se marier avec la cadette, qui s'appelle Désirée. Et l'aîné, qui est moins jolie, et Napoléon arrive, il dit, toi, avec ton caractère, il vaut mieux que tu aies Julie, qui est autoritaire, qui va très bien, tandis que moi, qui suis décidé, bon, moi, il me faut mieux Désirée. Et il la met sur ses genoux. Et à ce moment-là, Joseph est d'accord pour en faire sa femme de Julie. Du moment qu'elle est argentée, ça lui va très bien. Bon, mais ce qui est très intéressant, et là, je vous laisse aussi le lire, parce qu'on lit à livre ouvert le fantasme de Napoléon dans une petite nouvelle, Eugénie et Clisson, qu'il a écrit au moment de cette histoire amoureuse, dans lequel le grand militaire va être trompé. Sa femme va le tromper parce qu'il sera au combat, c'est exactement ce qui va lui arriver à lui, et il finira percé de 1000 coups, héroïque. Et Napoléon était désolé de ne pas mourir
au combat. Mais enfin, bon. Alors, ce que je veux dire, c'est que ce qui s'est passé à ce moment-là pour Napoléon, ça c'est indéniable, il a pris cette jeune fille pour ne rien en faire. Il l'a pris simplement à son frère pour ne rien en faire. Et dans ce premier mouvement, Napoléon, certes, a pris la place de Joseph auprès de Désirée, mais il y a toujours eu chez lui un second mouvement dicté par la culpabilité inconsciente d'avoir usurpé la place de Joseph, tout le temps. Alors à cette date s'opère justement, comme par hasard, il a raison, Freud, un curieux renversement d'affect. C'est là un fait curieux et on ne le comprend pas tout à fait, dit Freud, mais on a pu observer avec certitude que justement ces motions infantiles excessives tendent à se retourner en leur contraire, le rival haï devient un être aimé. Il en fut ainsi pour Napoléon. Nous en inférons qu'il a tout d'abord violemment détesté Joseph, mais nous apprenons que plus tard, il l'a aimé plus qu'aucun être au monde et qu'il n'a presque jamais pu reprocher quelque chose à cet homme sans valeur et peu sûr. Alors, en mettant sans valeur et peu sûr, je n'ai pas pu aller donner mon livre au président de la Fondation Napoléon qui a écrit un livre remarquable sur Joseph. Je me suis dit, il ne va pas tellement apprécier ce que dit Freud. Mais c'est vrai qu'il n'avait pas la valeur de Bonaparte, de Napoléon. Alors, dans ces années Clarisse, c'est exact, Napoléon a 24 ans, il est général mais sans emploi, donc très triste. Il écrira à son frère des lettres qui ressemblent exactement à des lettres d'amour. Envoie-moi ton portrait, etc., etc. Et cela jusqu'à sa rencontre avec Rose de Beauharnais, qu'il a appelée Joséphine, par transfert d'amour. Alors c'est là le coup de théâtre. Le coup de théâtre, il est là. Hein, parce que qu'est-ce que dit Freud? Il se décide à l'épouser, cette femme que Freud ne supporte pas parce qu'elle est infidèle, parce qu'elle est dépensière, etc. Il dit c'est probablement parce qu'elle s'appelle Joséphine. Où il dit par la vertu de ce nom, il peut transférer sur elle une partie du tendre attachement qu'il ressent pour son frère aîné. La passion amoureuse, troisième phrase, pour Joséphine de Beauharnais était compulsionnelle, due au prénom qu'elle portait. Il se trompe. Et en se trompant, il vise juste. Et moi, j'en ai fait un modèle de l'interprétation analytique. Je ne sais pas si vous serez d'accord, mais je trouve que c'est une façon, effectivement, de se tromper par rapport à la réalité des faits et de viser juste par rapport à la vérité. Puisqu'elle ne s'appelait pas Joséphine, et cela Freud ne le savait pas. Elle s'appelait Marie-Joseph Rose, et Rose était son prénom usuel lorsque Bonaparte l'a rencontrée. C'est le jour du mariage, ultra rapide, hein, comme toujours, avec Napoléon. Un mariage éclair, c'est lui qui la prénomme de son deuxième prénom, Joseph. Oui, d'accord. Mais Joseph, des lettres d'amour enflammées, c'est les plus belles lettres d'amour qu'on puisse lire hein, de Napoléon, hein, Joseph, quand il risque sa vie dans les campagnes d'Italie, le petit caporal, et bien comme l'appellent les troupes. Eh bien, il a ajouté cette désinence, Joséphine. Alors, pour l'énigmatique et hasardeuse campagne d'Égypte, qui était destinée, alors qu'il y avait une flotte immense qui couvrait tout le port de Toulon, elle était destinée dès le départ à être arrêtée par les Anglais, qui étaient là dans l'environ. L'extravagante conquête, la plus folle de l'histoire, dira ce grand historien Jean Tullard. Ben Freud, là, il tire un peu de son côté, il faut bien le reconnaître, mais il dit quand même des choses intéressantes, parce qu'il tire de son côté, parce qu'il dit que c'est l'histoire de Joseph et de ses frères, de la Genèse. Il reprend ça pour cette histoire de l'Égypte. Je me demande s'il n'existe pas dans l'histoire d'un homme pour qui la vie de Joseph a pu être un modèle mythique. Il s'agit de Napoléon Ier. Voilà. Il lui a fallu jouer à Joseph en Égypte. Il a nanti ses frères, etc., etc.
Alors, bien sûr, Napoléon connaissait cette histoire. Hein. On lisait la Bible, il faisait lire la Bible sur le navire L'Orient qu'il menait en Égypte, et beaucoup d'autres livres. Mais moi, je dirais que quand même son modèle identificatoire, c'était plutôt Alexandre. Cela dit, il y a quelque chose qui se tient quand même. Parce que Napoléon considérait que c'était son rêve oriental. Un peu comme d'ailleurs Freud. Freud avait un rêve d'Orient. Il y a quelque chose là qui peut s'intriquer néanmoins. Et ce que je trouve le plus émouvant, et je l'ai écrit, et j'en parle comme s'il s'agissait de quelqu'un d'extérieur à ce que j'ai écrit, mais ce que j'ai aimé, c'est la partie de la fin de ces deux personnages, l'exil et la mort. Mais quand Freud dit « il devient infidèle à son mythe et se laisse entraîner par des considérations réalistes à répudier sa Joséphine bien-aimée », de cet acte date son déclin. Aucun historien n'a vu les choses sous cet angle. Cette expression infidèle à son mythe est à notre connaissance unique dans l'œuvre de Freud. Ici, le mythe, alors j'ai essayé de la comprendre, cette expression. Hein. Ici, le mythe associe le roman familial, j'en parle dans ce livre, l'histoire singulière et l'histoire biblique universelle. Je pourrais dire que le mythe, là, est la forme discursive d'où peut se poser pour Napoléon la question du sens de son existence. Freud relie son déclin, puis sa chute, à sa répudiation de Joséphine. C'est pas faux, parce que cette alliance avec Joséphine constituait, je dirais, un cadre adéquat et stable qui contribuait à l'équilibre de sa vie psychique, à sa construction identitaire liée à sa filiation. Et en effet, par le reniement de Joséphine, c'est son propre reniement qui est mis en jeu. Et ça se démontre, enfin je me rends bien compte de cela, il a repris des positions de son père, royaliste, et il ne s'est pas rendu compte du désir nationaliste des Espagnols. Enfin, il a renié ce qu'il était au début, quand il était Bonaparte. Alors, j'ai ajouté quelque chose que Freud n'a pas vu, parce que c'est aussi à ce moment-là, quand il renie Joséphine, qu'il est passé, il a changé de famille. Je dis qu'il y a d'abord la famille Bonaparte, du bon lot, de la bonne chance, comme on dit en italien, et puis la famille adoptée. Alors, c'est la famille de Joséphine, n'est-ce pas? Et la famille auquel il a voulu s'allier, les impériales. Et à ce moment-là, quand il a voulu s'allier à ses frères, il les appelait tous des frères, Alexandre Ier de Russie, n'est-ce pas? Et Alexandre de Russie et François Ier d'Autriche, ses frères. Et il a renié son nom, Bonaparte, pour se faire appeler Napoléon Ier, et exiger que sa mère s'appelle Napoléon, que ses frères s'appellent Napoléon. Aux Invalides, vous verrez, Joseph s'appelle Joseph Napoléon. Donc c'est à partir de ce moment-là que quelque chose, évidemment, il a joué contre lui, quoi. Voilà. Il a joué contre lui et il y a eu des milliers de morts, évidemment, à ce moment-là aussi. Alors, Freud il ne prend pas cet aspect-là, c'est moi qui le signale. Lui, il en reste au complexe fraternel. Il dit, en répudiant Joséphine, c'est comme l'auto-punition de son infidélité envers Joséphine, du retour de son amour vers l'hostilité originaire à l'égard de Joseph, et contrairement aux intentions, alors voilà, il revient à l'hostilité de Joseph, hostilité qui s'était transformée en amour. Et contrairement aux intentions de Napoléon, le destin a reproduit une autre partie de l'histoire de Joseph, ça c'est Freud bien sûr, le rêve de Joseph dans lequel le soleil, la lune et les étoiles s'inclinent devant lui, avait eu pour résultat de le faire jeter dans la fosse.
C'est sidérant, je vais vous en dire, je ne sais pas si je vous le ferai en quelques mots, saisir cette assimilation, enfin ce fait qu'il se met. Alors, cette interprétation date de la fin 36, au moment où l'histoire prend un tournant tragique qui prépare l'Holocauste du peuple juif. Dans la deuxième partie de son Moïse, son œuvre testamentaire, qui sera publiée, n'est-ce pas, à Londres, il s'adresse aux Juifs à travers l'histoire de Joseph. Il écrit « Quand on est le favori déclaré du père redouté, il n'y a pas à s'étonner de la jalousie des frères et sœurs, et la légende juive de Joseph et de ses frères montre à quel point cette jalousie peut conduire. » Je voudrais, pour ceux qui ne connaissent pas toute cette histoire merveilleuse de Joseph, dans la Genèse, dernière histoire dans la Genèse, le rêve de Joseph que Freud cite, là, par cœur, hein, Joseph le raconte à ses 11 frères aînés. C'est le deuxième rêve. Il dit « J'ai fait un songe où j'ai vu, on dirait Gérard Miller, j'ai fait un songe où j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. » Bien sûr, ils le haïrent définitivement à ce moment-là, hein, et complotèrent pour le tuer. Alors qu'ils avaient, quand il va à leur rencontre. Quand il va à leur rencontre, après leur avoir raconté ce rêve-là, il en avait raconté un pire encore, le premier, il le voit arriver et dit « Ah, voici venir l'homme au songe ». Il faut savoir que Freud était l'homme au songe, hein, n'est-ce pas? Joseph est le vœu fratricide. Joseph, jeté dans la fosse, incarne pour Freud le complexe fraternel et la position du juif, présumé fils favori, fils élu. C'est pas dans la Genèse, j'ai appris ça c'est pas dans la Bible le terme d'élu, mais c'est ce qui est dit du peuple juif. Ça, c'est Racheline qui nous a informé de cela. Hein. La position du juif présumé fils favori, disons du père, et il met dans la fosse avec lui Napoléon, que les frères nations veulent tuer, et finalement qu'ils l'ont jeté sur l'infâme rocher de Sainte-Hélène. Ainsi, c'est Freud qui met Napoléon avec lui. Hein. D'ailleurs, ce n'est pas moi, bien sûr. Quand on dit vous avez rallié Freud et Napoléon, bien sûr que non. C'est Freud qui m'a montré la voie, j'ai fait le reste du chemin. Hein. Mais la même année 36, comme par hasard, en janvier 36, c'est à ce moment-là que c'est le 70e anniversaire de Romain Rolland. On lui demande d'écrire quelque chose, il ne trouve pas. Puis finalement, il aime beaucoup Romain Rolland. Puis il a 70 ans, le même âge que son frère Alexandre. Alors il prend la plume et il décide de lui confier l'analyse d'une situation étrange qu'il a vécue 32 ans auparavant, alors qu'il se trouvait en voyage à Athènes avec son frère Alexander. Il ressentit alors, sur l'Acropole, un trouble jamais élucidé depuis, mais qui lui revient sans cesse en mémoire ces dernières années, sans qu'il en connaisse la raison. Et ce récit est paru sous l'intitulé « Trouble du souvenir sur l'Acropole ». Je l'ai beaucoup développé dans ce livre, mais en quelques mots, il rapporte que lorsqu'il s'est trouvé sur l'Acropole, c'est-à-dire pour Freud le couronnement de ses efforts intellectuels qui laisse bien loin derrière lui son père Jacob, lui vient à l'esprit une phrase qu'il aurait pu dire, dit-il à son frère, la phrase que Napoléon, le jour de son couronnement, prononça en se tournant vers son frère Joseph, bien entendu. Que dirait Monsieur notre Père s'il nous voyait? Je fais l'analyse donc de cette lettre entièrement centrée sur la supériorité des fils sur les pères. Enfin, si nous devions trouver, pour conclure, un trait d'union historique entre Napoléon et Freud, Marie Bonaparte, la princesse du destin, n'en est-elle pas la symbolique incarnation? Comme pour faire se rencontrer les deux grands hommes dans la postérité, Marie Bonaparte, la dernière Bonaparte, comme elle se nomme, elle se revendiquait, la dernière Bonaparte, a fait de Freud son destin.
En sauvant l'inventeur de la psychanalyse de la persécution nazie en 1938, elle sera la bonne étoile de Freud, comme Joséphine aurait été celle de Napoléon. Bon, vous savez qu'elle a avancé le tribut qui était demandé à Freud et une partie de sa famille. Il ne l'avait plus puisqu'il avait été pillé. Et il a tenu à lui rembourser ce tribut à Paris parce qu'il avait de l'argent par ailleurs. Bon. Un mot sur l'interprétation en psychanalyse, puisque je m'adresse aussi, peut-être plus encore à des analystes ici. Sur l'interprétation donc en psychanalyse, je vous en ai dit quelque chose. Et je dirais, elle ne prédit pas, elle indique, sans prétendre à l'exhaustivité, bien sûr, hein, ce qui donne un sens à l'énigmatique dans une vie, et cela souvent à partir d'un trait ou d'un détail qui peut sembler anodin. Un prénom, par exemple, Joseph, qui aimanta Napoléon, ce frère si proche, le seul de sa fratrie à qui il se confie, le lieu d'adresse de ses tristesses et de sa rage, de ses exploits guerriers et du danger mortel qui leur est associé. C'est au regard de ce frère, c'est incontestable, que le frêle cadet n'aura de cesse de montrer sa suprématie en comblant sa famille à la hauteur d'un chef de clan. Et Freud, c'est avec les yeux de Joseph, l'étranger qui acquit sa suprématie en Égypte, en devinant, enfin plus exactement en interprétant les rêves de Pharaon, que Freud devine le complexe fraternel de Joseph. Vous avez pu remarquer à propos de Joséphine, c'est en visant à côté, en se trompant, qu'il arrive à viser au juste. Bon, ce trait d'esprit n'est pas venu d'un savoir établi. Il a surgi de l'intelligence inconsciente, c'est une expression de Freud, qui affleure à notre insu et nous laisse émerveiller parfois, surpris toujours. Le scientifique seul, j'ajoute cela parce que je le pense très sincèrement, n'aurait pu inventer la psychanalyse. Il fallait aussi le poète. Il fallait également le poète pour deviner le fantasme dominant de Napoléon, qu'il nomme l'incorrigible rêveur. Léon Bloy dirait le poète dans l'action. En conclusion, qu'est-ce que l'on peut dire? Beaucoup de choses encore. Hein. La plus essentielle, que l'on ne choisit pas ses frères, que la fraternité ne va pas de soi, qu'elle se construit. C'est alors que la tendresse peut se substituer à l'hostilité. Il y a une transformation d'affect qui n'est pas rare de trouver au sein de sa fratrie une entente plus satisfaisante qu'avec les parents, une sorte de coalition qui mérite le nom de fraternité. Dans sa vie, Freud a été souvent déçu et trahi par ses partenaires de travail et par les conflits sanglants de l'histoire. Cela ne l'a pas empêché d'œuvrer pour l'humanité et d'avoir un désir de fraternité. Mais il est vrai que la fraternité n'est pas dans la nature de l'homme. On pourrait dire, on n'est pas frère, on le devient. Le premier groupe de frères dans Totem et Tabou qui se constitue, s'est constitué en tuant le Père Tout-Puissant. Dans ce premier pacte fraternel originaire, décrit par Freud, naît une société de parité basée sur l'interdit de l'inceste avec la mère et l'érection du père comme totem. J'ai lu que dans beaucoup de tribus, décrites par Lévi-Strauss et d'autres anthropologues et ethnologues, c'est l'interdiction de l'inceste frère-sœur qui est essentielle parce que cette interdiction de l'inceste frère-sœur fonde la constitution des liens sociaux, permettant aux frères d'avoir un beau-frère et donc de chasser avec le beau-frère et d'organiser cette société, mais à condition de ne pas toucher à la sœur. Alors, voilà, je termine par cette phrase que j'ai trouvée récemment de Paul Ricoeur, « Le fratricide, le meurtre d'Abel, fait de la fraternité elle-même un projet éthique et non plus une simple donnée de la nature. » Je vous remercie. Oui, vous pouvez vous nommer. Alors,
Christian Chaput. Alors merci beaucoup parce que c'est très très intéressant. Et alors je vais être un peu l'emmerdeur de service. Je vais poser 2 questions. La première, c'est par rapport à quelque chose qui manifestement a été laissé de côté par Freud, c'est le désir d'enfant que pouvait avoir Napoléon, et qui est aussi sans doute une des raisons pour lesquelles il a quitté Joséphine, qui ne pouvait plus en avoir. Ça me plaît beaucoup cette question. Je vais pouvoir te répondre. Voilà, alors c'est pour ça que je la pose. La deuxième, c'est qu'est-ce qui rend le complexe fraternel, entre guillemets, impossible à résoudre, voire impossible à exister en tant que complexe, je dirais, de rivalité. Et là, je m'appuie sur 2 personnes que tu as citées au début, c'est Vincent et Théo Van Gogh. Il y a vraiment 1000 intérêts à lire leur correspondance, où on voit à quel point ils sont dans une symbiose, je dirais, voire même peut-être une fusion, vitale. Ce qui fait que quand Vincent meurt, oui, 1 an après, Théo meurt. Exactement. Bon, ce qui est fondamental, et c'est remarquablement illustré par Zadkine. Quand on va au musée Zadkine, dans le jardin, il y a des sculptures de Théo et Vincent où ils partagent le même bas du corps. Donc ça, c'est intéressant aussi, pas du tout en critique par rapport à ton exposé, mais en incidence complémentaire. À quel moment le complexe fraternel est impossible à vivre comme structuration, et puis le rôle de l'enfant, ça c'est plus une anecdote par rapport à Napoléon et Joséphine. Pour le reste, c'est très très intéressant, bien évidemment. Alors, le désir d'enfant de Napoléon. En effet, Joséphine, à un moment donné, quand Napoléon, dans sa bravoure de Bonaparte en Italie, se mettait en première ligne, à ce moment-là, lui fait croire qu'elle est enceinte, parce qu'elle ne veut pas venir le rejoindre, elle a un amant. À peine mariée, elle s'est trouvée un amant plus jeune et un petit lieutenant. Et il est fou de joie. En fait, elle est stérile. Elle est stérile depuis son incarcération. Elle a attrapé une maladie vénérienne, très certainement, qui l'a rendue stérile. Et puis, Napoléon a bien compris après qu'elle était stérile. Il ne s'est pas trop préoccupé. Il a adopté les 2 enfants de Joséphine. Et il se trouve que la fille de Joséphine a eu un premier garçon. Et Napoléon l'a tout de suite considéré comme son successeur, son héritier potentiel. Il meurt. Bon, elle en aura eu 2 autres ultérieurement. Et il y a un moment où, quand il était dans sa folie impériale, c'est ça que je dirais, il a passé outre. Mais quand il a vu qu'il n'était pas, parce qu'elle lui a fait croire que c'est lui qui ne pouvait pas avoir d'enfants pendant un temps, puis il s'est rendu compte qu'il faisait des enfants. Mais je crois que ce qui l'a vraiment beaucoup... oui, c'est ça. Il a été pris par cette folie impériale. Et le hasard, pourquoi ça me plaît beaucoup cette question que tu poses, parce que le destin fait un tour incroyable. C'est-à-dire qu'il est fou de joie. Il a son Napoléon II, son aiglon, comme on dit. Et cet aiglon meurt à 20 ans. Ce n'est pas lui qui va régner. Qui est-ce qui va régner? C'est le petit-fils d'Eugénie. C'est le petit-fils, c'est le fils d'Eugénie, c'est le petit-fils de Joséphine. C'est-à-dire qu'on retombe sur la famille Beauharnais. Et c'est quand même un tour du destin qui est quand même très, très étonnant. De la même façon, je trouve que Freud, quand il a reçu Marie Bonaparte, ne pouvait pas savoir qu'il allait être sauvé par une Bonaparte. Ça, il ne le savait pas. Donc il y a quelque chose de leur destin, de quelque chose qui se boucle d'une façon assez étonnante. Donc voilà pour cette question. Alors, pour Vincent et Théo, je crois que tu as lu la correspondance, moi je l'ai lu il y a très longtemps, mais je crois que je ne comprends pas très bien ce que tu dis quand tu dis que c'est peut-être impossible comme structuration, alors qu'il me semble
que quand même ça a pu structurer l'œuvre du peintre lui-même, de Vincent, cette alliance-là. Et qu'au fond, ça a structuré quelque chose. C'est comme les frères Goncourt, si tu veux. Oui, mais c'est pas, ils ne sont pas partis dans une rivalité. Ah oui, le conflit... C'est resté dans une symbiose. C'est ça. Qui a été basique, effectivement, pour la peinture. C'est ça, c'est ça. D'une certaine... Oui, oui. Est-ce que tu peux te nommer, Monique? Je veux dire... Monique David Ménard, je voudrais poser, je crois que c'est un peu la même question que Christian autrement. C'est-à-dire que au début, tu as dit ma question c'est en quel sens le complexe fraternel est-il un complexe si on compare avec l'Oedipe? Bon. Tu as dit au début que c'était un complexe à cause de son caractère conflictuel et constitutif de ce que tu appelles un destin, ça, oui. et les tours du destin. Mais il me semble que Freud et les analystes décrivent beaucoup plus de transformation du complexe, alors que dans le complexe fraternel, il y a une alternance entre l'amour et la haine, une transformation quasi directe de la haine en amour, et puis parfois un retour de la haine, comme tu as dit, oui. Le retour de l'hostilité originaire, Oui. comme si il y avait moins de transformation du complexe. Alors, ce n'est pas une critique. Non, non, mais c'est une question. C'est je suis une d'accord avec question. toi. Je ne sais pas comment y répondre parce qu'on pourrait dire la même chose. Je ne veux pas non plus qu'on prenne comme modèle le complexe d'Oedipe. Je crois qu'il y a quelque chose de nouveau à créer. Je ne dis pas que nous n'avons pas à le faire, puisqu'il n'est pas fait. Il n'est pas constitué dans la psychanalyse. Vous ne le trouvez nulle part. Vous ne le trouvez pas dans les dictionnaires. Alors donc, il est à faire. Est-ce que ça vaut la peine de le faire ou pas? Alors qu'on en entend, le paradoxe, c'est qu'on... moi, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui m'a dit « Oh, quand j'ai vu le sous-titre, le complexe fraternel, je suis venu pour la présentation de votre livre parce que ça me concerne. » Le nombre de gens qui viennent me dire qu'ils sont concernés par le complexe fraternel, c'est étonnant, tu vois. Et au fond, la psychanalyse ne s'est pas mêlée d'essayer de trouver un cadre théorique. C'est pour ça que je me suis quand même assez intéressée à ce que dit Freud dans le complexe primaire fraternel, duel. On n'en reste pas là, bien sûr, mais il y a un fond qui est ce double qui est à la fois évidemment structurant et en même temps aliénant. Hein? C'est cette duplicité qui est là. Oui. Oui, je suis Mohamed Carré. En venant vous voir ici, j'ai appelé mon frère pour lui dire que je venais voir une conférence sur le complexe fraternel. Il était étonné, il m'a dit que ces deux mots ne devraient pas être associés. Pour lui, le fraternel, il n'y a pas de complexe. Donc, une sorte d'idéalisation peut-être en reniant le côté complexe ou conflit dans ce rapport. Ça, c'est juste une remarque, mais en fait, ma question porte sur la position dans la fratrie, et notamment la position de celui qui est au milieu. J'ai entendu la chose et son contraire en disant parfois que c'est la meilleure, puisqu'on n'est pas soumis aux tensions de l'aîné, ni aux problèmes du petit, mais parfois j'entends l'inverse, que c'est peut-être la pire. Donc, je voulais avoir votre avis sur cette question de celui du milieu, parce que c'est la mienne. Mais oui, bien sûr, mais je crois l'avoir dit, parce qu'on croit toujours que c'est l'aîné qui est envié et préféré, mais en fait, c'est biblique, c'est le cadet qui supplante l'aîné le plus souvent. Et là, oui, voilà, bien sûr, bien sûr. Il y a des places, surtout que dans certaines cultures, dans certaines sociétés, dans certains siècles, il y avait une place privilégiée qui était la place du droit d'aînesse, c'est vrai. Et je remarque que Napoléon, qui a supprimé, enfin, c'est pas que lui, mais bon, à l'époque de Napoléon, a été supprimé le droit d'aînesse. Et il ne pouvait pas s'empêcher de quand même s'incliner devant le droit d'aînesse de Joseph. Toujours, il lui gardait cette place-là. C'était important pour lui, à plusieurs remarques, parce que moi, je me suis beaucoup aidée des correspondances. Hein. Ce sont deux grands épistoliers, que ce soit Freud, que ce soit Napoléon, Freud 20 000 lettres, Napoléon 40 000.
dictées bien sûr, mais souvent dictées avec une justesse de ton, enfin sont d'une certaine façon des écrivains, et Napoléon y compris, et Freud aussi. Bon, c'est pas par hasard qu'il ait le prix Goethe. Hein. Et dans ses lettres, c'est comme cela que j'ai vu qu'il avait une sorte de respect vis-à-vis de Joseph, même s'il pensait bien qu'il avait une certaine médiocrité, une mollesse, une paresse aussi, c'est un jouisseur. Il est parti aux États-Unis, évidemment. Napoléon, il lui a proposé à son frère de partir avec lui aux États-Unis, évidemment. Napoléon n'a pas voulu, il a voulu se rendre aux Anglais. Bon, il n'a pas imaginé que les Anglais le traiteraient de cette façon, hein, à ce point. Bon. Mais il a quand même, il n'est pas parti aux États-Unis, alors que Joseph a fait fortune aux États-Unis et qu'il a été très considéré par les Américains. Et il a constitué une formidable collection de peintures. Enfin, il avait laissé sa femme Julie en France pendant ce temps-là. Bon, mais il réservait cette place avec un certain respect. Voilà. Oui, par rapport à ce... Oui. Non, j'ai une question en ligne que je peux poser ou transmettre. Oui, enfin peut-être. Non, si elle est en ligne, c'est mieux que vous la transmettre. Oui, bien sûr. Il s'agit d'un message, d'une question posée par Elisheva. Bonjour, merci infiniment. Deux questions. Où trouver le rêve de Freud sur Joseph de la Torah? Et c'est tellement dommage, triste et frustrant que l'enfant unique soit oublié de la psychanalyse alors que c'est un cas. Merci. L'enfant unique, vous dites, hein, c'est ça? C'est bien entendu. Bon, alors, où lire la Genèse? En général, il suffit d'acheter une Bible. Alors, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est dans l'Ancien Testament que vous pourrez lire cette histoire qui est formidable. Hein. Puis, alors, si vous voulez la voir, cette histoire, une fois que vous l'aurez lue dans la Genèse, c'est le dernier livre de la Genèse, hein, une fois que vous l'aurez lu, vous pouvez lire les 4 tomes de Thomas Mann. Après la présentation de mon livre, les gens se sont rués sur Thomas Mann pour acheter en poche ces 4 tomes qui sont absolument merveilleux de Joseph et ses frères. En fait, après l'enfant unique, eh bien oui, écoutez, si ça vous dit, peut-être pourriez-vous vous lancer sur l'enfant unique. Oui, en fait, la question portait sur où trouver le rêve de Freud sur Joseph de la Torah. Est-ce que je me fais mal comprendre? Auquel vous avez fait allusion. Le rêve évoqué par Freud. Ah ben, toujours dans cette lettre. Ça, c'est la lettre à Thomas Mann que je lis. D'accord. C'est dans la lettre à Thomas Mann, la fin de la lettre à Thomas Mann, la chute, quand il dit, ben voilà, il est dans la fosse, sous-entendu comme moi. C'est ça qui m'a beaucoup surprise. Parce que Napoléon se demanderait si c'est vraiment son mythe, le mythe de Joseph, si ça recoupe vraiment son histoire, il pourrait se poser des questions. Hein. Mais en tout cas, pour Freud, il a fait cette association. Et je trouvais ça intéressant. Oui. Pour Patrick Guillaume, pour aller dans ton sens, je crois qu'autour de cette question du complexe fraternel, tu opères un renversement assez subversif que je vais essayer de préciser. Au fond, ta thèse, mais ce n'est pas que la tienne, tu l'as donné à entendre, c'est que le fratricide précède le parricide. C'est-à-dire que le meurtre fondateur, oui. Hein, c'est pas le meurtre du père, oui. dont tout le monde s'accorde à dire qu'il n'a jamais eu lieu, hein, en tout cas historiquement, c'est pas la position de Freud, mais c'est ce que disent Lacan et d'autres, bien que Fraser raconte effectivement qu'il y a rituellement des répétitions du meurtre du chef, etc., mais qu'au fond, cette histoire de meurtre du père, ça ne serait qu'un déplacement de la question originaire, historiquement, qui serait de mettre de l'ordre dans une fratrie, quelle qu'elle soit. Hein, ce sont les frères qui tuent le père, donc ils s'arrangent entre eux. Hein, c'est à partir de là que ça part. Ce qu'on appelle la loi du père, c'est la loi du père une fois qu'il a été tué. Mais en fait, c'est la loi des frères.
C'est ça. Puisque c'est les frères qui arrangent le meurtre et puis ça revient, etc. Et tu montres très bien, en te référant à Lévi-Strauss, que l'interdit de l'inceste fondamental, c'est entre frères et sœurs. Mais oui, beaucoup plus que concernant le père et la mère. Ouais. Si on continue comme ça, associativement, on voit très bien que dans l'Oedipe de la tragédie, il y a une fécondité tragique, mais une stérilité généalogique. Aucun des fils d'Oedipe n'a d'enfant. Alors que dans ces fratries, on pourrait y rajouter les sororités ou sorories dont nous parle, celle de Van Gogh, celle de... bon, je me souviens plus. Et puis on pourrait ajouter Camille Claudel et son frère. Il y a une fécondité qui est une création, une sublimation, oui, et de l'art. Oui. Donc il y a quelque chose que l'on peut essayer, dans ce que tu ouvres, de repenser complètement autrement, en mettant cette question frères et sœurs et fratricide beaucoup plus au centre, comme si en somme la déplacer sur le père, c'était en somme l'éviter, quoi, et éviter cette violence-là. Eh bien écoute, je le crois, mais tu le formules très bien, et il me semble en effet qu'il y a là un déplacement. Et je suis même frappée que Freud soit passé, enfin bon, c'est une... Je comprends en même temps qu'il ait voulu ériger le père au centre de sa doctrine, mais cet enfant Freud qui a appris à lire dans la Genèse, dans la Bible hébraïque, n'a pu qu'être saisi par le fait qu'il n'y a pas de parricide. Ce qui est premier, c'est le fratricide. D'ailleurs, quand dans le souvenir, le trouble de mémoire sur l'acropole, oui, il dit qu'aurait pensé mon père, oui, hein, phrase que Napoléon répète, oui, hein, au moment. Enfin, il répète la phrase de Napoléon. Oui, Napoléon dit au moment de son couronnement, oui, qu'aurait pensé Monsieur notre père s'il avait vu ça, s'il nous voyait. Freud dit la même chose dans le souvenir sur l'acropole, mais cette supériorité des fils sur le père qui fait tellement peur à Freud, en somme, puisque sur l'acropole, il fait quelque chose que son père n'a jamais fait. Oui, un trouble. C'est quoi cette supériorité? C'est tout simplement qu'il est préféré. Préféré. Ah oui. La supériorité de Freud, c'est pas qu'il a tué le père, c'est que cet acte lui révèle ou lui confirme qu'il était le préféré de la mère. De la mère, bah évidemment. Et tout est là. Et tout est là. Je crois que là, il y a quelque chose d'un glissement. C'est aussi là-dessus que j'allais intervenir, parce que je pense au tableau du couronnement. Oui, sa mère, elle n'est pas là. Sa mère, elle est présente. Non, elle est présente, mais elle n'était pas là. Je sais. Tu te rends compte? Sur le tableau, hop, ah. Bon. Il faut que vous preniez un micro parce que personne ne vous entend en ligne, monsieur. Ah bon. Surtout que tu es masqué. Oui. Alors c'est encore plus difficile. Oui. Alors, je disais donc qu'il y avait aussi quelqu'un dont il fallait prendre en compte dans tout ça, c'était la mère. Parce que dans le complexe fraternel, mettons rivalité fraternelle, hein, bon, la mère de Napoléon, elle est représentée sur le tableau du couronnement et elle n'y est pas. Oui. Bon, pourquoi? Elle n'est pas venue au couronnement de son fils. Voilà. Ensuite, par rapport à notre collègue qui est intervenu sur le fils du milieu, hein, moi je vois quand j'ai des patients jeunes psychotiques, pas forcément schizophrènes, mais état limite ou faille psychotique. Oui. Quand il y a un frère avec qui il y a toujours des problèmes de symbiose, de rivalité, etc. Ce qu'il est très très important d'interroger, c'est comment le patient en question perçoit ce qu'a été le désir maternel concernant la grossesse, concernant l'arrivée du premier, du second, voire du troisième, etc., etc. Donc, c'est intéressant de rajouter par rapport à ce travail remarquable l'interrogation sur la position maternelle. Ah, tout à fait. Et alors, je vais te dire, je me suis interrogée, parce que pour Freud, ça ne fait aucun doute. Les enfants en veulent à leur mère de faire des enfants après eux. Il le dit dans un texte. Lui, la mère est intouchable, il ne critiquera jamais la mère, il ne l'en voudra pas la mère d'avoir fait 6 enfants après lui, 7 après lui, hein, parce qu'il est sûr d'être le préféré. Cette préférence, mais alors c'est drôle parce qu'en même temps, Napoléon, je dois tout à ma mère. Ce que je suis, c'est à ma mère.
il croit qu'il a été le préféré de la mère, ce qui n'était pas vrai du tout d'ailleurs. Elle est restée avec Lucien à Rome. Hein. Bon, mais ils avaient besoin de penser cela, et c'est ça qui les a soutenus. Mais en même temps, d'être le préféré, dans la Bible hébraïque, en tout cas dans la Genèse, c'est dangereux, parce que c'est justement ce qui crée la jalousie. Et en fait, c'est quand même dans l'histoire de Jacob et Ésaü non, c'est à Sainte-Hélène qui rappelle cette histoire, Napoléon, en disant c'était un vrai déshéritage quand mon père a dit il y en a un qui me vengerait avec sa grande épée, c'est Napoléon, alors qu'il avait Joseph à côté de lui. Bon, eh bien c'est Rebecca, c'est la mère qui a fait un truchement comme ça. Et donc je crois qu'en effet, il y a quelque chose là d'une orientation que nous sommes obligés quand même de prendre en compte si nous ne voulons pas répéter de façon, je crois, non salubre cette question. Freud a vraiment il y a là quelque chose qui a été refoulé, ou je ne sais pas, mais quelque chose d'intéressant à faire émerger. Oui. Oui. Virginie Tournefier. Oui. Ça m'a fait penser à un cas de Marie Bonaparte elle a analysé le cas de Madame Lefebvre. Et c'était aussi, donc elle tue sa bru. Je ne sais pas si vous vous souvenez. S'il vous plaît. Donc Madame Lefebvre tue sa bru qui est enceinte de quelques mois. Et c'est aussi un cas de jalousie sororale qui ne s'est jamais dite. Et il n'y a pas de transformation de la haine. Il y a un déplacement, mais c'est vrai que c'est un cas rapporté donc, par Marie Bonaparte. C'est pour ça que ça m'a fait penser. C'est intéressant, oui. Aussi. Tout à fait. Pardon, excusez-moi. Merci. Oui, je voudrais juste compléter. Dans mon cas personnel, je suis le 3e de la fratrie et j'ai toujours entendu ma mère dire qu'elle voulait 1 ou 2 enfants. Donc je suis l'enfant qu'elle ne désirait pas. Oui, c'est drôle. Bon, non, mais c'est vrai que cette question du fraternel aussi nous concerne dans les groupes, dans les institutions, les groupes sociaux, quoi. C'est pas tellement, on se bat pas, on se jalouse pas les uns les autres en fonction de papa et maman. C'est surtout entre frères qu'il y a ces jalousies, ces envies, ces rivalités. Hein. Elles portent dans la fraternité plus qu'avec papa-maman. Hein. Enfin, il me semblait que c'était plutôt comme ça que ça se passait dans les écoles d'analystes, entre autres. Nous avons encore une question, 2 commentaires en ligne. Oui, bien sûr. Je vous les partage. Sûr, oui. Je mets mon cache-colle parce que j'ai l'air ventilé. Séverine, Paco Munier demande, il y a des familles où il n'existe pas de rivalité, juste une indifférence entre frères et sœurs. Comment expliquer cela ? Écoutez, je crois qu'il faut, pour expliquer, il faut connaître bien à fond l'histoire, vous voyez, parce qu'on peut transformer la passion en indifférence. Ça existe aussi, ça. C'est pas très joyeux d'ailleurs, l'indifférence. D'une certaine façon, au moins la passion se montre. Hein, l'indifférence, bon, on peut rien en dire quand de l'extérieur, comme ça, on a c'est intéressant, c'est tout ce que je peux dire. Qu'en effet, il n'y ait pas de rivalité. Peut-être que c'était insupportable dans cette famille de pouvoir imaginer la rivalité, que ça a dû être refoulé, hein, et transformé comme on a pu, c'est-à-dire finalement, il n'y a plus de passion, c'est plutôt de l'indifférence. Mais on ne peut pas vraiment expliquer comme ça de l'extérieur. Merci. François Pommier vous remercie d'abord pour cette conférence très intéressante. Tu viens de parler beaucoup de l'enfant préféré par la mère. Qu'en serait-il, selon toi, du fait d'être le préféré du père ? Le préféré du père, ça a été, François, ça a été Joseph. Le père lui a donné à cet enfant pétillant d'intelligence et de beauté sa tunique. Mais, attention,
il est l'enfant préféré du père parce que le père l'a fait avec la femme qu'il aimait, Rebecca. C'est-à-dire qu'il faut voir là encore, François, le préféré du père. Là, je te raconte l'histoire parce qu'à partir de Joseph, mais il a aimé, il a été le préféré de ce premier fils qu'il avait avec la femme qu'il aimait. Alors que les autres frères qu'il avait, enfin les autres fils qu'il avait eus, ce n'était pas avec la femme aimée. C'est pas, si tu as quelque chose à dire là-dessus, moi je t'écoute très volontiers. Hein. Est-ce que ça... il est plus en ligne Il est François en ligne, mais je crois qu'il se bornait à vous poser cette question. Mais est-ce qu'il a quand même quelques intuitions de réponse ou des idées là-dessus? Eh bien, on peut essayer de le faire parler, si vous voulez. Essayons de le faire parler, oui, c'est ça. C'est difficile, hein, apparemment, dans ce système-là. Bah, disons que ça... oui, essayer. Attendez. Oui. Voilà, oui, on vous entend. Catherine vous entend. Oui, pas distinctement. Pas très très fort, mais il faut que vous parliez fort, mais on a... C'est que, en fait, tout est par rapport à la fratrie, toujours, puisque ma question portait par rapport à la fratrie, oui. Que tout est rattaché, en fait, au fait d'être préféré par la mère. Est-ce qu'il y aurait quelles conséquences, mais je n'ai pas de réponse précise à cette question, quelles conséquences pourrait avoir le fait d'être le préféré du père, à contrario de ce que tu as développé, qu'on a bien entendu, parce que finalement, est-ce que par exemple, est-ce que la jalousie, est-ce qu'il y a eu de la jalousie de Joseph par rapport à Napoléon? Est-ce que son frère aîné, finalement, a manifesté beaucoup de jalousie par rapport à lui qui était préféré du père, si j'ai bien compris, mais à travers évidemment, dans le couple entre le père et la mère. Est-ce qu'il y a eu, au fond, là aussi, des conséquences de son côté à lui? Je crois, mais là, Joseph n'a pas tellement parlé de cela, mais c'est certain qu'à un moment donné, Joseph a été jaloux de ce frère. Ce qu'on peut dire, c'est que les Beauharnais n'ont pas beaucoup soutenu Napoléon. Ce qu'ils attendaient, c'est les bienfaits que Napoléon leur a apportés, inimaginables. Il les a couronnés, de l'argent, et la question qui se posait vers la fin, c'est alors quand il va mourir, parce que finalement il devait toujours mourir, à chaque fois qu'il partait sur un champ de bataille, il risquait sa vie à cette époque-là, hein, n'est-ce pas? Eh bien, il ne pensait qu'à ça. Et je crois qu'au fond, il y avait peut-être un désir de le voir disparaître et de ramasser quand même son héritage. Il me semble. Il n'était pas si aimé que ça. Je pense que Napoléon, mais je ne vais pas tomber dans la psychologie, hein, mais je ne le voyais pas très aimé. Je crois que c'est Marie Walewska qui l'a le plus aimé, mais je le vois peut-être qu'après Joséphine, après l'avoir peu aimé, mais sa mère, je ne crois pas, et ses frères, pas tellement. Non, je ne crois pas. Et donc Joseph a dû, à un moment ou à un autre, en avoir marre de celui-là, certainement. Certainement, même s'il en était quand même très largement bénéficiaire. Il ne faut pas oublier qu'il a eu vraiment un bénéfice énorme. Mais je crois que c'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu vraiment précisément à ta question, mais elle est intéressante et on peut trouver tout à fait développer cette question ultérieurement, mais il me vient d'autres exemples en tête, mais que là je ne vais pas développer. Merci beaucoup. Patrick Guillaumard. Oui, un commentaire. Lorsque Freud dit préféré de la mère, bon, je crois que c'est pas tellement la question d'être préféré par la mère, par le père ou par quelqu'un d'autre. Il faut se référer, se rapporter
à ce que Freud lui-même dit de cette préférence. Or, ce qu'il en dit, c'est que la relation entre la mère et le fils est hors ambivalence. Ah, ça, c'est exactement. Est totalement purgée de toute ambivalence. Il ne s'agit pas de savoir si c'est vrai ou pas dans la réalité. Oui, mais c'est ce qu'il imagine, lui. Et même étonnant, je trouve. Oui, c'est étonnant, mais ça dit bien quelque chose d'important pour lui, c'est-à-dire qu'il a besoin de situer quelque part une relation qui ne serait pas ambivalente. Oui, exactement. Évidemment, il parle de son ambivalence à lui. Hein. Il continue à croire ça, bon, au prix d'un certain nombre de contorsions, puisqu'on sait qu'il n'est absolument pas allé aux obsèques de sa mère. Il a continué à vivre sa vie comme d'habitude en pensant que ce n'était pas la peine. Donc c'est un peu plus compliqué psychiquement. Donc la question d'être préféré par le père, moi je la poserais dans le même registre. C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que ce serait une relation qui serait dépourvue d'ambivalence de part et d'autre, hein, ou pas, hein. Voilà, c'est ça. Et l'ambivalence, évidemment, dès qu'elle s'inscrit, bien sûr, on peut dire que ça s'institue dans une rivalité imaginaire que l'on met que l'on inscrit dans une jalousie, mais parler d'envie montre bien que la jalousie ne résout pas le problème de l'envie. Voilà. Hein, il y a quand même un résidu de haine, d'insupportable, d'intrusion, d'une cruauté infinie qui ne se transcende peut-être jamais, qui est peut-être refoulé, mais qui reste menaçant. Hein, et que là, il y a bien quelque chose au cœur du complexe fraternel, et que ça constitue même probablement quelque chose de très singulier, quoi. Oui, on peut maintenir, d'ailleurs on peut retenir ce signifiant, ou ce beau, comme vous voulez, d'intrusion et d'intrus. Je crois qu'il est au centre de cette question du complexe fraternel primitif. Oui, moi, c'est ce qui est arrivé là. J'ai une pensante à ces complexes fraternels. Je pensais à la psychanalyse en tant qu'elle-même, c'est-à-dire elle se place comme monde dans son complexe fraternel par rapport aux autres sciences, et même par rapport à elle-même. C'est-à-dire quelle est la place de la psychanalyse dans ce complexe fraternel avec la littérature, la médecine, les autres sciences, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle se comporte. Ça ne vous ennuie pas de venir un petit peu plus près, parce que là, j'entends pas ah, oui, votre question. Voilà. Quelle Allô? question voilà. Ah, c'est mieux. Oui, c'est beaucoup mieux. Oui, pensant à ce complexe fraternel, je pensais à la psychanalyse, et elle en tant qu'elle-même, c'est-à-dire quelle est la place de la psychanalyse dans son complexe fraternel par rapport aux autres sciences, ou même par rapport à la psychanalyse en tant qu'elle-même, c'est-à-dire on écoute dans les différentes associations nos divergences, disons, de psychanalyse, et nous avons des dissidences même au cœur de la psychanalyse. Donc je voulais savoir justement quelle est la place de la psychanalyse par rapport à son complexe fraternel. Mais est-ce que, attendez, est-ce que on peut parler dans des domaines différents de sciences ou de frères et de fraternels? Enfin, je ne sais pas, là, je ne comprends pas, parce que est-ce que entre la psychanalyse, par exemple, et la sociologie, il y aurait un complexe fraternel? Je ne vois pas comment on peut quand même passer une extension un peu grande de ce terme de complexe fraternel, là. Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est non seulement la psychanalyse, parce qu'elle se nourrit inévitablement et heureusement aussi des autres sciences, comme dans ses fondements, mais aussi dans nos associations, qu'on a des dissidences on a eu c'est pour ça qu'il existe pas mal des associations, parce qu'on a des dissidences, c'est-à-dire que mais quand même nous sommes des frères et des sœurs, dans le sens dans nos points de rupture, mais aussi des points de rupture qui nous unissent. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre nous. Donc c'est-à-dire que c'est pour ça que je disais que la psychanalyse, elle a aussi son propre complexe fraternel, dans le sens d'amour-haine, vie, jalousie. C'est-à-dire qu'elle se comporte de quelque façon par rapport aux autres. Oui, peut-être. Je ne sais pas. Parce que, Catherine,
Merci. Merci. Ce que je relisais tes notes là. Il y a une autre question qui est quand même très importante que tu as soulevée quand tu as fait le commentaire de l'intrusion et de l'envie du regard vis-à-vis du frère qui est au sein, qui est comblé, etc. Tu as très justement évoqué ce regard amer et tu as dit un regard tuant. Alors qu'est-ce que ça veut dire, cette amertume tuant? C'est-à-dire que c'est la haine de soi-même qui naît à ce moment-là. Il n'est pas simplement tuant au sens où on aurait envie de tuer l'autre, mais il est tuant au sens où il y a un effondrement narcissique. Oui. Donc il y a une genèse ou une généalogie assez particulière et assez importante de la haine de soi, de la destructivité de soi. Voilà, c'est ce et que d'une déception, Klein, ben oui, et d'une déception fondamentale, qui est, si je peux dire, naturellement inscrite dans ce complexe, et je trouve peut-être moins naturellement inscrite dans le complexe d'Oedipe. Oui. Le complexe d'Oedipe à 4-5 ans, et le petit garçon qui voit que, etc., il n'est pas forcément défait. Non. Rendu blême, tué, plongé dans une amertume que devant le visage du rival. Mais bien sûr. Donc dans le complexe fraternel, il y a une haine de soi qui peut se projeter sur d'autres, mais qui est absolument terrible, enfin. Un sentiment de destruction. Voilà, et qui par conséquent fonde toute une violence, une ambivalence non maîtrisable dans le rapport à l'autre, aux autres, voilà, et tout ça. Oui, c'est très important ce que tu dis, en effet. Parce qu'on se pose toujours la question, quand on a affaire à des envieux, à des féroces, la férocité de l'envie de l'autre, c'est intéressant de le penser dans la haine de soi, de l'envieux. On ne peut pas le penser autrement, finalement. Mais enfin, bon, ça fait des ravages. L'interprétation de l'envie, ça consiste à dire, mais au fond, tu n'as peut-être pas besoin de ce que tu envies chez l'autre. Bon, là, Léo, ça va très bien. Mais quand même, le premier mouvement, c'est autre chose. Ça peut servir à l'envieux de se dire, mais en fait, cet objet, j'en veux pas, moi. On me le donnerait que j'en voudrais pas. Ou cette femme, ou cet homme, ou ce... Enfin, bon, mais quand même, je ressens chez l'autre la complétude, alors que moi, je ne suis pas dans la complétude. C'est cette projection du sentiment de complétude qu'on voit chez l'autre. C'est ce regard sur la complétude imaginaire qu'on projette sur l'autre qui est destructeur. Qui est destructeur pour tout le monde, d'ailleurs. C'est-à-dire, du coup, on voit très bien que pour Freud, la castration, c'est une issue du complexe d'Oedipe, c'est-à-dire, c'est au fond l'acceptation de la loi des frères. C'est ça que ça veut dire. Bon. Alors qu'à ce niveau primaire, qu'on a peut-être tort d'appeler castration, il s'agit plutôt d'une entame, d'une dénarcissisation de quelque chose qui est d'un autre registre et qui peut beaucoup plus difficilement se pallier, sauf si, comme certains artistes, on crée, on est peut-être obligé de créer, pour trouver une voie de sublimation, de réparation, qu'aucune acceptation de la loi sociale ne peut permettre de faire. Oui. C'était vrai pour Van Gogh, mais quand tu as, qui avait parlé de Camille Claudel, c'est encore plus vrai. C'est encore plus vrai. Oui, encore plus vrai. Bien sûr. Compte tenu de sa folie, bien sûr. De la négation par la famille et de l'abandon de cette femme. Oui. Je disais donc, c'est à nouveau Chaput, que c'était tout à fait vrai ce que vous disiez par rapport à la création artistique, notamment par rapport à Camille Claudel, qui a été en grande partie rejetée par sa famille, qui a quand même été folle, qui a été utilisée par Rodin, mais qui a quand même existé dans sa créativité. Bien sûr, c'était son seul mode de sauvetage. Hein. Bien sûr. Et qui était la préférée du père. Parce que ouais. Le père l'a énormément soutenu. Et c'est à la mort du père que ça s'est effondré.
Parce que les frères la rejetaient. On est d'accord. Oui, oui. Voilà. On pourrait continuer cet échange, mais voilà. Oui, Radija Zalaska. On a parlé de la complexité fraternelle en rapport avec le rôle dans la fratrie, le rang dans la fratrie. Qu'en est-il à la gémellité? Oui, eh bien, il y en a toujours un qui est premier, paraît-il. C'est l'histoire de Jacob et Ésaü. Ésaü est né en premier, ils étaient jumeaux. Et Jacob l'attrape par son talon. Jacob, c'est celui qui talonne. Donc il est considéré comme le cadet. Et je pense qu'il y a quand même toujours... on ne va pas développer ce thème comme ça en 30 secondes sur la gémellité. C'est toute une conférence qui pourrait être faite là-dessus. Hein. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a... Je me souviens, enfin bon, il y en a toujours un qui fait un peu plus aîné que l'autre. Bon, mais je me rapporte à cette histoire. Mais vous avez peut-être une idée, parce que s'il vous vient l'histoire de la gémellité, peut-être avez-vous quelque chose à apporter sur cette question. Des interrogations. C'est-à-dire? Une dernière question en ligne peut-être, avant qu'on se termine. Alors justement, quelqu'un posait la question sur la gémellité. Mais une autre question, je me demandais s'il y a des spécificités de jalousie, rivalité, mais de sœur à sœur. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. Hein? Bien sûr. Vous parliez de la rivalité, c'est ça, de sœur à sœur. C'est justement ce que j'ai évoqué dans le cas aimé de Lacan. C'est justement une rivalité de sœur à sœur, justement, dont il est question là. Et c'est très intéressant, cette histoire que j'ai rapportée dans mon séminaire d'introduction à Jacques Lacan. C'est une histoire formidable. Mais justement, il y avait la rivalité entre sœurs. C'est très fréquent, ça. Très, très fréquent. Alors, je dirais, je ne sais pas si c'est plus fréquent, mais en tout cas très fréquent. Mais là, voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Merci. Et merci beaucoup.